80% des emplois vont disparaître si l'on en croit la dernière étude menée avec Microsoft et bien sûr toutes les analyses que j'ai l'occasion de lire depuis des années qui mettent en corrélation les évolutions technologiques, sociales et culturelles avec cette thématique de l'emploi, que ce soit en termes de fonction ou en termes statutaires. La fonction étant ce que l'on fait, le statut étant la représentation sociale dans une société donnée. Donc je vais essayer de vous donner ma lecture de cette situation, de 3 conseils que je pense être actionnables par anticipation ou pour surfer la vague, mais j'ai l'humilité de vous dire que c'est un propos singulier qui n'a de valeur que celle que vous voudrez bien lui accorder et que je vous demande de challenger bien évidemment avec plusieurs choses, vos préjugés passés, vos croyances ancrées ou ce qu'on pourrait appeler des convictions, même si je pense que rien n'est vrai et que tout est contextuel, et bien évidemment ce qu'après cette vidéo, mes propos ont pu provoquer chez vous, peut-être une envie d'agir, peut-être une envie d'aller dans une certaine direction et pas une autre, et la direction qui conviendra, ce sera la vôtre. Vous savez que je défends la singularité, que je ne pense pas avoir le pouvoir ou la légitimité pour vous dire quoi faire, mais mon exercice ici est toujours le même, qu'on ait ensemble une mécanique de réflexion qui nous permette d'aboutir à des réponses qui nous conviennent en vertu de notre épanouissement et in fine d'une étoile polaire que j'aimerais être le bonheur, bien que la définition, encore une fois, est différente pour chacun, mais qui ne soit pas le pouvoir, la reconnaissance sociale ou l'accumulation vaine de capitaux. Nous y reviendrons. Donc dans cette vidéo, je vais défendre 3 notions en filigrane de tout mon propos et ça vous donnera peut-être envie de la regarder jusqu'au bout. La première notion, c'est le pragmatisme. Pas en tant qu'un droit, mais en tant qu'un devoir. Je pense qu'on tourne autour du pot trop souvent et qu'en France, c'est devenu un sport national de ne plus arriver à nommer les choses. Plus que de ne pas y arriver, je pense qu'on ne s'accorde plus le droit de le faire parce qu'on a un diktat de la minorité, que ce soit socialement, culturellement, économiquement, ou d'ailleurs dans l'art oratoire, c'est exactement la même chose. Sous prétexte qu'une chose à 5 ou 10% peut contredire un propos, eh bien, on n'a plus le droit de dire que 80, 85 ou 90% des gens ou des situations se passent d'une manière A ou d'une manière B. Et en vérité, ça empêche la réflexion pragmatique et je trouve que c'est dommage, voire même dangereux. Nous allons y venir. Le deuxième point, c'est la responsabilité. Vous savez que j'estime grave le fait qu'on demande à un être humain de faire plus pour 65 millions de personnes qu'on est capable de faire nous-mêmes pour nous, pour notre propre famille et pour les générations qui viennent. Je pense que quand on est capacitif, quand on a nos 2 bras, nos 2 jambes, et j'y reviendrai en clôture de cette vidéo, on a un devoir qui est d'honorer cette chance-là. Et tant que vous comprenez ce que je dis et que vous avez vos 2 bras, vos 2 jambes, à un moment donné, il faut prendre cette responsabilité à bras-le-corps et arrêter d'attendre des autres qu'ils fassent plus pour vous que vous ne faites pour vous-même. La seule main qui peut réellement vous aider, elle est au bout de votre bras et c'est quelque chose qu'on ne dit plus parce qu'on est complètement affaibli. Et que, en effet, les temps faciles créent des gens un petit peu plus faibles, là où les temps forts créent des gens un petit peu plus solides. Ce ne sont pas mes propos, mais je trouve qu'ils prennent tout leur sens dans cette thématique. Le troisième point que je vais défendre tout au long de cette vidéo, c'est la notion de flexibilité. J'estime que c'est l'un des traits les plus importants de l'intelligence humaine et c'est ce qui a permis d'ailleurs à l'humanité tout entière de survivre à travers les siècles parce qu'on a une capacité d'adaptation à notre environnement, à des évolutions climatiques, sociales, politiques, économiques, technologiques et c'est ce qui fait notre force. Donc on va essayer de pondérer un petit peu le propos. Vous savez ici qu'on est sur une chaîne où on essaye ensemble d'élever le niveau de conscience qu'on a de nous-mêmes, des autres et du monde, dans laquelle on donne des nuances et du contexte, et dans laquelle on se bat contre les gens qui sont manichéens ou dogmatiques, et qui voudraient opposer des camps les uns contre les autres, et des convictions arrêtées. Moi je pense ça, non, on peut penser ça, virgule, avoir conscience que ça dépend du contexte, et que ça n'a pas sa place à tout moment, mais peut-être dans un instant spécifique, dans un segment donné de l'histoire, dans une situation A, B ou C, et c'est toute la mécanique de réflexion à laquelle j'aimerais qu'on s'entraîne ensemble. Donc il est vrai, pour revenir au sujet, qu'on est en train de vivre un changement de paradigme violent. On parle même d'uberisation, donc ça va loin. On a carrément une société start-up pas rentable, non seulement parce qu'elle a un modèle économique discutable, mais en plus de ça, parce qu'elle a une stratégie d'expansion qui est de rajouter tout le temps des fonds et d'en réinjecter dans la croissance et dans l'hypercroissance. Donc en fait, elle a un coût d'acquisition et de rétention de clients qui est plus élevé que ses rentrées d'argent parce que ils sont toujours dans l'expansion, la quête de nouveaux marchés et l'innovation. S'ils s'arrêtaient d'innover et qu'ils s'arrêtaient juste à un segment d'activité qui est la transportation de personnes du point A au point B, peut-être qu'en effet, ils trouveraient des points de rentabilité. Je pense que c'est le cas depuis un moment, mais ils vont encore dans d'autres sphères, ils innovent, ils investissent dans le marketing, et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'ils ont parfois des bilans annuels qui sont malheureusement catastrophiques, simplement parce qu'ils ont décidé d'injecter des centaines de millions d'euros ou de dollars dans un projet qui n'est pas du tout leur projet souche à la base. Donc comprenez un petit peu que ces entreprises, au passage, ont un modèle économique qui est très particulier, qui est un modèle d'hypercroissance, en effet ultra-capitaliste, on reviendra aussi sur ces thématiques, mais qui a carrément donné un nom à ce changement de paradigme économique, social et technologique que l'on vit. D'ailleurs, pour les plus jeunes d'entre nous,
ou d'ailleurs les personnes qui ne sont pas à l'aise avec ce mot et qui ne savent pas vraiment ce qu'est un changement de paradigme, je vais me permettre une ou deux paraboles pour que vous puissiez l'entendre mieux. Un changement de paradigme, c'est un changement soudain, brutal, d'état de quelque chose. Ça peut être un changement carrément à l'inverse, mais peut-être pas forcément, juste quelque chose qui est différent. Un exemple, vous êtes sur une mer lisse et soudainement apparaît un tsunami. Bon, bah ça, c'est un changement de paradigme physique. En 1945, pendant des élections régionales que l'on connaît bien aujourd'hui, on a donné pour la première fois le droit de vote aux femmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme social. C'est profond en termes culturels. On passe d'un statut où une femme n'avait pas le droit de vote, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit de s'exprimer, parce que c'est ça que ça représente, à un statut où elle a le droit de le faire. Donc c'est un vrai changement de paradigme. D'ailleurs, ça a été corrélé de bien des mouvements. À l'époque, elle ne pouvait pas non plus ouvrir un compte en banque sans demander le droit ou l'autorisation à son mari et ou à son père dans une situation où elle n'était pas mariée. Mais le point est que ça a été un changement de paradigme drastique. Je fais une digression culturelle, vous savez qu'on aime les digressions sur cette chaîne. Le premier à avoir fait ça, c'est Pascal Paoli, en 1755. Mais oui, on n'est pas que des brutes épaisses et des gens un peu rustres en Corse, on a aussi quelques valeurs intellectuelles et philosophiques qu'on défend depuis des siècles. Et 2 siècles auparavant, parce que c'est beaucoup quand même, il a créé une constitution en Corse qui a duré jusqu'en 1769, date à laquelle on est devenu français, pour diverses raisons historiques qui sont peut-être débattables, c'est pas le propos. Toujours est-il que ça a été le premier au suffrage universel à donner le droit de vote à des femmes de plus de 25 ans, qu'elles soient mariées ou pas, et je trouve ça intéressant de le souligner. Et puis si vous aimez cette thématique, pour information et compléter la boucle culturelle, en 1708, le premier à avoir fait ça, c'était en Suède. Et je pense que c'était une avancée majeure culturellement, un changement de paradigme fondamental, puisqu'on parle d'égalité, d'équité. On reviendra sur ces thématiques dans d'autres vidéos d'ailleurs. Donc un changement de paradigme, c'est ce qu'on vit en ce moment. Depuis les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, on a eu des évolutions technologiques puissantes, notamment mues et motivées par l'armée. Il faut savoir que la plupart des évolutions technologiques viennent du monde militaire. C'est le cas d'Internet, c'est le cas des télécommunications, c'est le cas de la nanotechnologie. Aujourd'hui, on fait des drones qui font la taille de mon ongle et qui sont là pour maîtriser quelques éléments comme les taux d'humidité et peut-être de toxicité de l'air, mais on le sait très bien, qui auront un jour d'autres applications. Alors évidemment, ça peut être inquiétant, ça peut faire un peu flipper, on va en parler, mais il y a des manières de se prémunir, d'anticiper ou de surfer sur la vague. Toujours est-il que ce changement de paradigme est là. Premier point de pragmatisme, on l'accepte. On accepte qu'on est entré dans l'ère de l'information, on accepte qu'Internet, et notamment les leviers des réseaux sociaux, ont permis de belles choses, et aussi de moins belles, mais en tout cas, ont permis des évolutions qui font que notre monde n'est plus le même qu'il était il y a quelques décennies, et ça a été relativement soudain, ça a été relativement brutal, et ça n'était pas forcément quelque chose qu'on pouvait anticiper. Donc ces changements, vous les voyez avec des robots, par exemple, comme Atlas de Boston Dynamics, que je présente dans des conférences depuis, je pense, leur création, il y a quelques années. J'ai la chance d'avoir partagé ces notions il y a longtemps pour montrer l'évolution technologique et la mettre en parallèle avec la nécessité d'être dans une posture d'anticipation. Et aujourd'hui, il y a une mise à jour que je mettrai en post-production pendant que je parle. Carrément, Atlas est capable de marcher non plus sur des surfaces linéaires, mais sur des surfaces obliques. Alors ça ne vous paraît rien, mais moi j'ai des amis qui sont ingénieurs et qui codent pour ce genre de choses-là. Donc c'est des gens qui ont un niveau incroyable de savoir et c'est très complexe ce qu'ils produisent pour arriver à faire ça. Il faut bien comprendre que sur une surface oblique, quand Atlas doit tenir droit, si vous le posez sans qu'il y ait aucune pression exercée de nulle part, eh bien il tombe. C'est comme vous. Si je vous mets sur un plateau de kiné qui bouge, eh bien si vous ne bougez pas les pieds, vous tombez. Ce que vous allez faire, c'est compenser avec les pieds. D'ailleurs, vous me voyez faire des handstands sur Instagram dans ma pratique de la gymnastique. Vous voyez que l'appui se fait au sol avec mes doigts et qu'il y a une espèce de compensation comme ça, comme si je jouais au piano. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui me permet, quand je vais vers l'avant, l'arrière ou le côté, eh bien de me stabiliser. C'est la même chose sur les jambes. Imaginez ce qu'un robot doit faire, mettre une pression qui est plus forte sur la partie latérale gauche que sur la partie latérale droite, c'est d'une complexité sans faille, enfin vraiment c'est sans précédent. Et pourtant, ils ont fait cette mise à jour. Et je sais que ça a peur un peu les gens depuis Skynet, Terminator, les films comme iRobot, etc. Et puis, vous avez des gens qui entretiennent un peu ce mythe. Elon Musk nous présente ces robots humanoïdes qui vont sortir dans pas longtemps. J'aimerais vous préciser pour information, et ça n'est pas de moi, c'est encore une fois des propos qui m'ont été tenus par des amis qui ont des grandes capacités dans ce domaine. C'est difficile de créer un robot humanoïde. C'est pas logique, en fait, d'être un humain, d'avoir 2 jambes avec un espace entre les deux, d'avoir des bras et puis une petite tête. C'est pas fonctionnel. C'est pour ça dans une usine que vous voyez occasionnellement des bras articulés parce que ça permet un effet de levier, mais par contre vous voyez des machines spécifiques qui ne ressemblent pas à des humains. Donc en vérité, ce qui peut être un avenir du point de vue technique, c'est de transformer ces robots non pas en humanoïdes parce que ça nous fait plaisir, mais en des robots fonctionnels. Parenthèse et conclusion là-dessus, l'une des croyances, l'un des éléments que l'on croit et qui est complètement faux, c'est qu'on va être remplacés, nous les humains, par des robots qui vont faire notre travail. Alors c'est vrai et pas vrai, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il faut être fou
pour croire qu'un petit robot va pouvoir remplacer par exemple quelqu'un qui est dans une manufacture A ou B. Par exemple, moi j'ai travaillé dans une usine de pommes de terre, vous avez un tapis qui va très vite avec des pommes de terre de différents calibres qui arrivent et qui doivent être triées en fonction du calibre, de la qualité, de la couleur, mais également du fait que potentiellement elles vont être pourries, parce qu'il ne faut pas les mettre dans un sachet. Vous voyez, c'est tout un enjeu. Et ça paraît bête, mais il y a une cadence, on appelle ça un travail à la chaîne. Et donc cette cadence, un robot ne peut pas la supporter. Comment vous voulez qu'il arrive à calibrer la taille de la pince en une milliseconde et qu'il ait en même temps un capteur optique qui puisse analyser la taille, le calibre, la couleur et potentiellement se rendre compte parce qu'il l'a vu rouler et qu'elle est pourrie, mais en termes de code informatique, derrière il faudrait une usine de 15 000 ou 20 000 mètres carrés avec des tonnes d'électricité pour faire fonctionner ça. Donc en gros, ça va probablement pas se produire. On a une certaine forme d'automatisation. On a vu une mutation dans le temps. À l'époque du Taylorisme et de Ford, on avait des gens qui étaient fatigués, ou dans d'ailleurs les mines de diverses extractions, ou bien dans une locomotive, on avait le charbon dans la locomotive à la main, aujourd'hui on pousse un bouton. Il y a des évolutions évidemment qui font que nous nous adaptons et nous avons une vie un peu plus facile, un peu moins pénible, mais au-delà de ça, il y a quand même des fondements qu'on n'arrivera pas à enlever et des métiers qui resteront fondamentaux pour les êtres humains. Donc non, ces machines ne vont pas nous remplacer parce que c'est extrêmement complexe à faire. Par contre, ça n'est pas complexe de remplacer des structures d'intelligence, notamment sur les data, les données, lesquelles rentrent dans un tableau Excel, et là, ça touche des métiers bien plus intellectuels que ce qu'on peut penser. Et c'est là le vrai danger si on ne sait pas le voir venir. Petite parenthèse pour conclure sur la thématique des structures classiques ou des machines que l'on peut voir évoluer. On a par exemple des imprimantes 3D qui permettent des choses incroyables, comme de créer des maisons en moins d'une journée. D'ailleurs, il y a une entreprise chinoise en avril cette année, en 2021, qui a construit en 28 heures un immeuble de 60 étages, qui est fonctionnel, qui est là, ça s'est produit, ça a marché, et qui avait les tuyaux qui étaient préparés pour ensuite faire passer l'électricité, l'arrivée d'eau, etc. C'est un travail formidable et qui prouve d'ailleurs, et je trouve ça très bien, que si un jour une ONG s'intéresse à loger des gens et à transformer des bidonvilles par exemple en une structure physique, on sait qu'avec un coût réellement faible, on sait qu'en moins d'une journée ou deux, on est capable de mettre des structures sur place et sur pied, et pour que ces personnes puissent vivre dans un cadre bien plus sain. Moi personnellement, c'est le genre de truc qui m'extasie beaucoup, qui m'enthousiasme beaucoup, parce que je me dis là, on peut faire des choses utiles et utiliser la technologie intelligemment. Alors oui, sur un chantier comme celui-ci, il y aura moins d'hommes qu'actuellement, et c'est là toute la thématique de l'adaptation historique à toutes ces notions. Maintenant, revenons aux métiers intellectuels dont je parlais. C'est ça le grand secret. Les métiers intellectuels seront remplacés et sont déjà remplacés bien plus vite que ne le seront ou que ne le sont les métiers qui sont manuels. Prenez Payfit par exemple, que nous on utilise pour nos différentes entreprises, qui nous permet de gérer la paye des salariés. Eh bien, c'était une tâche qu'un comptable faisait aujourd'hui. Mais un comptable, quand il y avait une information, avec un changement de loi, un changement de pourcentage, etc., les taux, AT, CARSAT, etc., on a plein de sujets, de thématiques importantes, les charges, les évolutions qui sont d'un mandat à l'autre d'ailleurs très nombreuses, et puis il suffit d'une loi pour qu'on ait décidé d'augmenter les charges patronales, pour qu'on ait décidé de changer un petit peu ses quotas. Eh bien, c'est compliqué parce que ça demande à un être humain manuellement d'aller donner cette information, de refaire des calculs, et c'est quand même assez fastidieux. Payfit est une entreprise qui a dématérialisé ça et qui nous permet d'avoir tout en un, de générer automatiquement, parce que l'information arrive dans un tableau Excel, eh bien la formule nécessaire pour payer un salarié. On appuie sur un bouton, ils ont même créé ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des connexions entre un site et un autre qui permettent de connecter cette fameuse application Payfit à la banque. Et donc vous cliquez depuis leur service qui s'appelle Bridge, on s'en fout, mais comme ça vous le savez, ça veut dire pont, et vous appuyez là-dessus et hop, ça vous permet de payer vos salariés. Vous imaginez le gain de temps pour une entreprise quand on a 100 collaborateurs salariés? Vous imaginez à quel point on a moins besoin de notre comptable? Parce qu'à la base, c'était lui qui le faisait, et c'est ça que vous devez entendre. Un comptable, un expert en comptable ou un commissaire aux comptes, c'est quelqu'un qui fait des études très complexes. Eh bien, sachez que parce que dans ces études, l'un des éléments fondamentaux de sa connaissance, c'est la data, c'est les données, et qu'il a des limites sur ce qu'il peut stocker comme données, parce qu'il a un cerveau certes extrêmement potentiel, mais c'est compliqué de se rappeler de tout, et de se mettre à jour, eh bien une machine là peut le surpasser. Et c'est déjà le cas pour plein de choses. Demain, moi j'accompagne plein d'entrepreneurs. C'est ce que je fais depuis des années à travers différents leviers, et j'aide des gens à lancer leur entreprise et ou à la digitaliser et obtenir des résultats intéressants. Je le fais toujours dans un cadre interne, c'est-à-dire avec des gens qui sont clients de nos différents écosystèmes et pas dans un rapport de coaching. Je le dis pour éviter qu'on me sollicite. C'est un choix que j'ai fait. Pour l'instant, je ne dis pas qu'il est éternel, mais ça fait 12 ans que je m'y refuse parce que j'aime trop mon temps et parce que ce serait du coup pour des montants qui ne font pas de sens et que je ne suis pas à l'aise à réclamer à qui que ce soit. C'est une digression importante pour éviter que j'ai des sollicitations en ce sens. Par contre, on a un écosystème entrepreneurial par exemple où j'accompagne les gens à digitaliser leur entreprise et en plus à financer cet écosystème
écosystème qui donne la bonne info au bon moment et le bon contact au bon moment à ces gens et qui peut être financé par des fonds publics, CPF, etc. Puisque vous le savez, nous sommes un organisme Calliope. Donc ce que je fais, c'est que j'aide les gens à se lancer. Admettons que j'ai des personnes autour de moi qui me disent, voilà, moi j'ai une entreprise, Carglass par exemple, je remplace des pare-brises. Eh bien, la posture que je vais avoir, c'est de leur demander d'accepter le changement de paradigme et d'anticiper la disruption. Alors, encore une fois, je donne les définitions de mes terminologies. La disruption, c'est la rupture avec le préétabli. C'est-à-dire que vous avez un état de fait et vous allez le disrupter. Par exemple, les taxis avaient un monopole et la disruption est venue par Uber. Uber a décidé de simplifier l'accès au taxi avec une application et c'est la technologie qui a permis de disrupter l'écosystème et le métier même de taxi. Eh bien, cette disruption aurait dû, au conditionnel bien évidemment, venir, selon moi, de ces gens-là, de leur structure, parce qu'ils en avaient les moyens, qu'ils étaient dominants. Et même quand c'est arrivé au début, ils auraient dû eux-mêmes investir massivement dans la création d'une application et de se dire c'est du génie au lieu de s'y opposer. Mais qu'est-ce que font les gens au lieu de s'adapter au changement de paradigme? Eh bien, ils ne l'épousent pas. Ils se disent que c'est horrible, que c'est pas cool, que le monde est méchant, qu'on a envie de tout leur prendre et donc ils s'opposent en se confortant dans la situation du passé qui est rassurante en étant conservateur et ça c'est l'un des défauts les plus classiques des individus qui observent un changement. Donc moi si je parlais aujourd'hui à quelqu'un comme Carglass par exemple, eh bien je leur dirais épousez ce changement et créez votre propre disruption. Vous avez peut-être 50 téléconseillers qui mutualisent des appels quand quelqu'un a un problème et qui ensuite dispatchent dans la France entière soit un opérateur technique qui va intervenir directement au domicile de la personne s'il le peut, si c'est juste de la résine, ou bien on a carrément une visite qui va se produire dans un centre agréé et donc là il y a un sujet de prise de rendez-vous, il y a un sujet de capture du besoin pour comprendre la situation. Eh bien au lieu de faire ça avec 50 employés qui coûtent extrêmement cher, avec une grosse masse salariale, avec plein de bugs potentiels parce qu'il y a de la saisie manuelle, donc il y a plein de potentielles erreurs qui peuvent être commises et même 5%, ça vous paraît rien, mais à l'échelle de telles entreprises, 5% à la fin de l'année, c'est beaucoup. Eh bien, moi, je leur dirais, laissez-moi une nuit et je remplace ces 50 personnes par un chatbot, un petit robot qui va parler aux gens sur Messenger, sur Facebook, par exemple. Alors, ça peut vous paraître fou, mais moi, tout petit individu d'empire que je ne suis pas ingénieur informatique, je ne suis pas un pro du code, je suis un type qui a juste compris comment tout ça fonctionne et qui peut utiliser, comme vous, des outils qu'on appelle des outils no-code. C'est des outils qu'on peut utiliser sans avoir à coder. Donc en réalité, c'est le fameux drag and drop, c'est-à-dire je prends une image et je la fais glisser où je le veux et hop, ça y est, elle apparaît et je crée un site progressivement. Il y a de plus en plus d'outils qui permettent de faire ça et sur des chatbots, donc des petits robots qui discutent avec vous, eh bien c'est courant. Moi, je peux créer un chatbot en une nuit, parce qu'en plus j'ai développé de l'expertise là-dedans, donc pour le coup, je le fais rapidement. Il me suffit d'avoir des data, des informations. Avec ces informations, je vais les mettre dans ce petit robot, dans un fichier, on va dire un Excel entre guillemets, et je vais créer des situations, une carte mentale, donc un mind map, que je vais créer de la situation. Ça va donner quoi? Eh bien, je vais poser la question au patron, je vais dire, écoute, quelles sont les situations auxquelles tu fais face? Il va me dire, c'est simple, pare-brise avant ou pare-brise arrière. On a donc deux solutions. Ça crée un mapping, d'accord? Vous imaginez que ça part comme ça. Là, il y a plusieurs possibilités. Si c'est le pare-brise avant, je vais poser une question, qu'est-ce que ça peut être comme type de fissure? Et là, il va me dire, soit c'est un petit point, donc ça peut être tout petit, soit c'est une fissure longitudinale, donc en long, soit le pare-brise est éclaté. Il y a trois possibilités. C'est simple. Donc là, j'ai trois options qui découlent. À partir de ces trois options, admettons que c'est un tout petit pet. C'est quoi les questions que vous posez aux gens? Là, on a besoin de savoir, est-ce que c'est moins d'1 centimètre, plus de 5 centimètres ou plus de 10 centimètres? Je dis une connerie, hein. Mais du coup, on met pas le même genre de résine, on n'a pas les mêmes genres d'opportunités, puis si c'est plus de 5 centimètres, on est obligé, non pas de mettre de la résine, mais de changer le pare-brise. Ok, donc on a de nouvelles possibilités. Et là, on arrive au changement du pare-brise. Qu'est-ce qu'il faut comme information? Et là, il va me dire, il faut que le type me dise la marque de sa voiture, son assurance, etc. Ok, c'est quoi l'étape d'après? Que je sache s'il vient dans un centre agréé ou si c'est un opérateur qui vient à lui à domicile, ça dépend de la région, et le timing va dépendre de la masse disponible d'opérateurs techniques qui peuvent se déplacer ou qui peuvent exécuter ça. Et bien là, on centralise avec des données qui sont, ça connecte, hein, c'est pas très compliqué, il y a des outils pour connecter ça avec un calendrier, et automatiquement, le type, il a sur son iPad, vous avez une intervention à tel moment, à telle heure, là, on gagne du temps, parce qu'au lieu de traiter la demande, de traiter le paiement, de traiter tout ça, tout est automatisé. Et hop, je viens de faire gagner 50% du temps sur chaque opération à Carglass et d'éliminer 50 employés qui sont une masse salariale qui coûte très cher. Et bim, on parle d'économie à 7 chiffres à l'année. Et si je compte en plus l'optimisation du temps et le fait qu'ils vont pouvoir prendre de plus en plus de clients, eh bien, ils vont focaliser ce budget sur le marketing et l'expansion. Et c'est comme ça qu'on peut faire x10. Vous voyez, ça paraît simple. Alors, évidemment, c'est plus complexe que ce que je viens de dire. Mais je me permets ici, c'est pas un cours d'économie. C'est comment utiliser intelligemment le pragmatisme, comprendre qu'il y a un changement de paradigme technologique qui est devant nous. Deuxièmement, comment être responsable et se dire j'ai la responsabilité de l'épouser, de l'anticiper et d'être proactif pour m'auto-disrupter et pas attendre qu'on me dégomme, parce que sinon ça va se produire. C'est ça la réalité et le pragmatisme. Et troisièmement, être flexible et accepter cette modification.
Maintenant, vous pourriez me dire, oui, mais Pierre, socialement, mon Dieu, parce qu'alors en France, on aime bien ces discours, les gens, ils vont perdre leur emploi, les pauvres. Alors, une entreprise n'est pas une église, j'ai une croyance très saine là-dessus, c'est un agent économique, une personne morale, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, dont l'objectif est d'apporter des solutions à des problèmes, dont l'objectif est d'être rentable. Une entreprise, quand elle l'est pas, elle doit crever. Ce qu'on ne doit pas laisser crever, c'est les gens, les personnes physiques qui travaillent à l'intérieur. D'où un système social et d'accompagnement, j'y reviendrai en clôture de la vidéo, je vais vous donner ma lecture là-dessus. Ma conviction et ce que je pense de ces genres d'environnement et d'accompagnement. Mais en l'état, une entreprise, pour moi en tout cas, devrait n'avoir aucune intervention étatique à aucun moment. Ça n'est pas une structure qui est là pour faire le bien social. Non, non. Une entreprise, elle est là, j'ai faim, tu m'amènes à manger. Si ce que tu amènes à manger, c'est dégueulasse, tu mérites de disparaître en fait. Ton entreprise, elle doit mourir. Et c'est pas malsain, vous devez comprendre que c'est un cycle, vous devez comprendre que dans nos pays, en plus européens, français, occidentaux, il n'y a pas de danger à perdre son emploi, etc. On a des notions, on a le chômage, on n'est pas en plein milieu du Far West. Donc il ne faut pas se comporter comme si le fait de perdre son emploi était le truc le plus horrible du monde. Vous savez pourquoi il l'est? Pas parce qu'il l'est de facto, il l'est parce qu'on a un biais culturel qui est de ne pas s'adapter, de manquer de flexibilité, de manquer de pragmatisme, de responsabilité et de flexibilité. À cause de ça, quand on a quelqu'un dans une usine qui a travaillé 25 ans, et je l'entends, je comprends, et que cette personne perd son emploi, c'est un drame pour elle. Et j'arrive à le comprendre. Mais j'aimerais lui dire, désolé, de te dire que si je suis pragmatique, c'est le monde, il est comme ça, il va vite et il change beaucoup. Et donc, on t'a donné un mauvais setup mental, on t'a donné une mauvaise habitude qui est celle de t'asseoir sur tes acquis et de n'avoir qu'une seule activité, alors qu'on a un vieil adage, comme disait ma grand-mère, on met jamais ses œufs dans le même panier. Et c'est tout bête, mais jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça n'est pas vrai que pour la notion d'allocation quand on décide d'investir de l'argent, c'est également vrai pour là où on met son temps, pour là où on développe ses compétences et là où on développe par exemple des revenus actifs. Et donc j'y viendrai dans l'une des propositions que je vais vous faire pour surfer sur le tsunami, parce que je pense qu'on peut et je pense que l'on doit, mais tout ça vous l'entendez pour comprendre qu'il y a ici des biais culturels, qu'il y a des réalités de nécessité d'adaptation parce qu'on fait un transfert de génération et de compétences. Parce qu'au final, les amis, les métiers qui existaient en 1850, en 1900 n'existent plus pour la majorité. Et pourtant, on travaille. Pourtant, le taux de chômage est là, c'est relativement stable, les gens ont de l'emploi, alors évidemment pas autant qu'on le voudrait, mais ça marche. On travaille aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une mutation des écosystèmes d'enseignement. Il y a une mutation des besoins. Oui, par exemple, on va avoir des machines qui automatisent la création de burgers, de pain, etc. Je sais que les gens n'aiment pas ça. Bon, un, c'est plus sain, et deux, c'est meilleur, parce que ce qui fait qu'un burger, c'est bon, et Momentum Machine a créé ça il y a longtemps et l'a prouvé, c'est une machine qui fait des burgers. Ils gagnaient contre des chefs étoilés. Pourquoi? Parce que ce qui fait qu'un burger, c'est bon, c'est la cuisson du steak, la cuisson notamment du pain, qui nous permet de faire le burger. C'est important, ça, parce que trop cuit, c'est pas bon, pas assez cuit, c'est pas bon. Et également les condiments, et également ce qu'on va mettre à l'intérieur. Et je vous signale que 10 grammes de trop de ketchup, ça peut donner une amertume qui n'est pas la même que si vous mettez un peu moins, un peu plus avec les cornichons, etc. Une machine a un thermomètre, une machine elle est saine, il n'y a pas d'interaction humaine ou de bactéries, et elle peut vous donner des grammages à l'unité près. Donc peut-être qu'un chef va évoluer et qu'il y aura maintenant de nouveaux métiers et des chefs qui déploient des recettes extraordinaires et qui font exécuter, pour des raisons sanitaires d'ailleurs, ça fait du sens, hein, parce que moi j'ai été dans la restauration toute ma vie, il y a des choses que vous ne savez pas. Moi je mange pas de salade dans un restaurant, parce que je sais comment on les traite. Et vous n'avez pas idée des bactéries qui se développent et de comment la plupart, et quand je dis la plupart, c'est au moins 75% des restos dans lesquels vous mangez, on pourrait grave discuter de comment ils traitent les aliments, de la conservation et de la méthodologie d'ailleurs de cuisson, et ou de tout ce qui se passe au moment où on cuit, on met les mains dessus, etc. Vous n'avez pas idée du transfert de bactéries. Alors évidemment, quand on cuit les aliments, pour ça que je vous parlais de la salade, on en élimine beaucoup, mais c'est une réalité. Donc au final, je ne suis pas contre une évolution technologique comme celle-ci, mais par contre, de fait, eh bien, j'ai une impression qui va me rendre résistant à ça. Parce que je suis français, parce que j'aime la bonne bouffe, parce que je viens d'une famille de restaurateurs, j'aime ça. Moi, j'ai envie de voir un artiste, un cuisinier qui me fait à manger, j'ai pas envie de bouffer sorti d'une machine. Oui, mais vous voyez cette capacité, c'est ça pour moi l'intelligence, sortir de son propre biais, sortir de ce que l'on croit être vrai, sortir de ses convictions, pour autant qu'il y en ait, et analyser pragmatiquement les choses comme un mouvement social, comme quelque chose qui est un fait, comme quelque chose qui se présente devant nous, et comme des solutions qui sont évidentes, et accepter ce changement. Ça ne veut pas dire accepter ce changement et on passe de l'un à l'autre, il faut arrêter d'être on-off, on ne va pas arrêter d'avoir des chefs, on en aura toujours, on ne va pas s'arrêter d'avoir des gens qui travaillent manuellement la nourriture, on en aura toujours, mais il y aura une évolution, j'en suis persuadé. Et le fait de s'y opposer, pour moi c'est dangereux, parce qu'en vérité on s'oppose à une évolution qui est là devant nous. Nous n'arrêterons pas un train à grande vitesse, ni celui de la mondialisation,
ni celui de l'ultracapitalisme, ni celui des problématiques écologiques qui en découlent. On n'arrêtera pas ce train à grande vitesse en mettant la main devant, en étant des imbéciles qui pensent qu'avec un panneau, en mettant la main devant, on va gagner. Non, ça c'est égocentrique, ça c'est se surestimer. Vous devez avoir conscience de vous-même, c'est tout l'exercice qu'on fait sur cette chaîne, et donc vous allez gagner le droit de monter dans le train, d'aller voir le foutu pilote, et de lui dire on ralentit, on aiguille, on freine, on accélère, mais en tout cas on va quelque part ailleurs que ce qu'on est en train de faire, parce que je me suis donné les moyens et la légitimité d'aller lui parler au pilote. C'est pas en se mettant devant le train qu'on va arrêter ça. Donc c'est pas en disant je suis contre, je suis pas d'accord, ou en pensant que tout est un ou tout est autre. Non, il y a des nuances, mais vous comprenez la direction dans laquelle ça va. Et tout ça, je vous donne ces informations pour vous parler des mutations mentales. Et je vais conclure après sur la notion statutaire. Est-ce que je pense que vous devriez entreprendre, entre guillemets, dans votre état d'esprit ou votre quotidien pour vous en sortir et pour surfer la vague. Mais j'aimerais conclure en vous donnant encore d'autres exemples. Admettons que vous ayez une librairie, parce que moi je suis auteur et on me demande souvent pourquoi je passe pas par une maison d'édition. Parce que la réalité du marché, et le marché a toujours raison, me montre que ça ne fait pas de sens de faire ça. Et j'aimerais que vous compreniez, prenez de la hauteur. Oui, j'aime encourager les petits commerçants locaux. Oui, je parle très fréquemment d'un de mes cousins qui fait du miel dans mon village en Corse, etc. Je suis fan, vraiment j'ai une forme d'admiration profonde pour sa passion, etc. Et j'en parle souvent. Je pense d'ailleurs que je parle probablement 90% du temps bien plus de fois de lui-même qu'il ne parle de moi, parce qu'il n'a pas vraiment d'occasion de le faire, et je lui demande pas de faire ça, mais moi j'ai une raison d'avoir une admiration profonde pour lui, parce qu'il est sincère, parce qu'il est passionné, parce que il y a un côté promotion de terroir, et je suis très heureux qu'il fasse ce qu'il peut à son échelle. Mais à son échelle, c'est-à-dire que je sais qu'il est limité par un plafond de verre, je sais qu'il y a des limites réelles, et on peut avoir cette envie de défendre le terroir et quelque chose de local et les circuits courts, tout en ayant conscience des changements de paradigme réels dans le monde. Il faut être pragmatique, et pas être un bisounours ambulant qui croit que le monde n'est pas ce qu'il est. Si le monde est dur, si le monde évolue, et il y a des raisons. Donc je reviens à mon exemple pour dire qu'il y a des raisons. Oui, j'écris des bouquins, mais aujourd'hui, une maison d'édition, c'est l'esclavage. Elle te dit quel titre il faut mettre. À quelle heure tu vas me dire comment moi je vais appeler mon livre? Déjà ça, pour un amour de la liberté comme moi, c'est pas bon. Et pour une génération qui aime autant la liberté, parce que c'est générationnel, c'est pas bon. Ça tient pas. Deuxièmement, ils te disent combien tu dois écrire de mots, de pages. Ils modifient des paragraphes parce que c'est ça qu'ils font. En plus, il te donne un rythme de bouquin quand tu signes, t'es vraiment un esclave, hein. Un rythme de bouquin à faire tous les ans ou tous les 2 ans, parce que oui, comme ça on fait des sous, formidable. Et au passage, ils te prennent tout ce que tu vends. C'est-à-dire que tu vends des bouquins, tu t'en sors, et si tu gagnes 1 € par bouquin, t'étais heureux. Je suis désolé de vous dire que même sans être J.K. Rowling et sans écrire Harry Potter, on a le droit, quand on crée de la propriété intellectuelle et qu'on y met du cœur et qu'on travaille fort, je le sais, je suis en train d'écrire mon 2e livre, ça me prend au moins 3 heures par jour, ça c'est chronophage, c'est quelque chose qui demande de la réflexion, c'est pas toujours facile, il y a des challenges, il y a des pensées qu'on a envie de modifier, des choses qu'on dit, puis on se ravise, etc. Puis après on sait plus si on l'a répété ou pas, donc il faut relire, c'est complexe l'écriture d'un bouquin, il y a aussi une méthodologie pour le faire, que moi je fais assez intuitivement, mais il y a des gens bien plus doués que moi qui, eux, vous enseignent ça si ça vous intéresse. Toujours est-il que je pense que c'est normal d'être récompensé. Mais le marché a toujours raison. Le marché m'a présenté quoi? Un outil comme Amazon. Je m'auto-édite. Ça prend 20 secondes. J'ai rien à faire. Ça coûte pas d'argent. Je suis pas un esclave. C'est une proportion normale de rétribution et d'argent qu'on partage parce que ces gens produisent, parce que ces gens impriment, parce qu'ils gèrent la livraison, le service client, les réclamations s'il y en a. Hey, à un moment donné, vous imaginez quand même ce que ça représente. Et tout ça est automatisé, tout ça est informatisé, et tout ça est simple. Donc une librairie aujourd'hui, ce qu'elle comprend pas, c'est qu'elle a une disruption qui est arrivée, et elle pleurniche. Je vends plus de livres, les gens ils vont sur Amazon. Mais vous savez ce que je ferais si je conseillais quelqu'un qui est un libraire? Je lui dirais, t'arrêtes de pleurer, parce qu'en vérité, pleurnicher, ça marche pas. Je l'ai déjà dit, la seule main qui peut t'aider, elle est au bout de ton bras. Donc t'acceptes, t'es pragmatique, c'est comme ça. Oui, mais je m'en fous. Mais vraiment, je suis violent. C'est maintenant, j'ai besoin d'être pragmatique, parce qu'en fait, tu vas mourir. Et il faut que tu nourrisses ta famille. J'aimerais bien que tu finisses pas en dépression et que tu finisses pas par te foutre en l'air en sautant du toit de ton immeuble. Parce que c'est ce qui se passe. Et j'ai conscience des drames humains qui se produisent. Et ils se produisent pourquoi? Pas à cause du méchant changement de paradigme. Ils se produisent à cause du méchant état d'esprit dans lequel tu n'acceptes pas d'être pragmatique. Tu n'acceptes pas d'être responsable et tu n'acceptes pas d'être flexible. Parce que tu t'attaches à des vieux éléments, à des vieilles réalités dans un monde qui a changé. Tu as des notions obsolètes dans ta tête qui sont des set points mentaux, donc des points de base mentaux qui sont mauvais. C'est pas le bon starting block. Tu peux pas te lancer dans un sprint comme ça. Tu as mis le starting block à l'envers. Il faut que tu le remettes dans le bon sens. Donc la librairie, moi je vais être radical. Hein. Tu as une librairie, je te le dis, t'arrêtes ton taf de vendre des livres. Tu vends plus de livres. T'as qu'à en laisser, c'est joli, t'aimes lire, donc tu peux en laisser, c'est beau des livres de partout, j'adore une bibliothèque. Mais la réalité, t'arrêtes d'en vendre. Quand quelqu'un se pointe chez toi et dit je voudrais acheter un livre, ouais, il y a un ordi là, vous allez le commander sur Amazon. Ça va te paraître con, hein, mais je vais te créer un compte d'affiliation sur Amazon. Puis tu vas gagner, toi, monsieur le libraire, plus d'argent et plus de commissions en faisant ça que tu n'en gagnes en vendant tes livres actuellement. À l'échelle. Pas au début, mais après un certain point, ça va basculer. Déjà, premier point intéressant pour toi. Deuxième point, c'est que tu vas créer un club, et vraiment un club, dans lequel tu vas mettre des abonnements mensuels,
ou alors des à la carte, des événements ponctuels, ou alors des abonnements annuels. Hein. C'est un pricing, on appelle ça comme ça, je ne vais pas te faire un cours ici, mais on va travailler le pricing ensemble, et tu vas créer un abonnement où les gens vont se rencontrer autour de l'intérêt de la lecture. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui élève son niveau de conscience, ou bien de culture, c'est une personne qui peut-être a une appétence à rencontrer des gens comme lui ou comme elle. Et on a aujourd'hui des gens esseulés, des gens qui vont sur des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, pour faire des rencontres, et peut-être même des rencontres amicales, professionnelles ou de couple. Ça dépend du réseau social, LinkedIn, Mythic, etc. ou Tinder. J'en ai rien à faire, c'est un choix. Mais toujours est-il que les gens se connectent entre eux. Il y a une ambition de rassemblement social. Les gens vraiment passent du temps là-dessus et ont envie de rencontrer des gens qui leur ressemblent. Et c'est tout à fait sain, c'est tout à fait normal. Donc en fait, tu vas créer un club de lecture dans lequel tu vas rassembler les gens autour de cette thématique. Tu vas créer des événements. Et me raconte pas, oui, mais je fais déjà le mercredi soir des lecteurs. C'est de la merde, t'as pas compris. Tu vas disrupter ton modèle. C'est-à-dire que tu vas faire des petits déj, et pas une fois, tous les jours. Tu vas faire des déjeuners, tu vas faire des dîners sur des thématiques différentes. Et tu vas aller loin. Cette semaine, t'as qu'à faire la semaine de la royauté. Et t'habilles tout le monde en habits traditionnels de l'époque. Et puis on va au restaurant comme ça. Et tu crées un truc sympa. Et ça va faire le buzz sur Instagram. Et les gens vont être contents, ils vont repartager. Et ils vont rigoler. Et ils vont lire un bouquin qu'ils n'avaient pas lu. Du coup, on va augmenter les ventes, tu vas augmenter tes commissions. Et tu vois, ça va augmenter la rétention de ces gens dans ton club. Parce qu'ils vont rencontrer des gens qui pensent comme eux. Parce que peut-être quelqu'un va se marier des suites des rencontres qu'il aura fait, et puis au mariage, vous serez invité et vous pourrez le storyteller sur la page Facebook ou sur le site de votre entreprise. Vous voyez comment personnellement j'accompagne une entreprise quand je l'aide à se digitaliser. C'est ce genre de mécanique de réflexion que je l'amène à avoir. C'est le pragmatisme. Je veux pas de pleurnichage, c'est pas la place pour faire ça dans le monde actuel. On peut avoir des convictions, on peut défendre les circuits courts, etc. Je suis d'accord avec ça, mais le monde il va plus vite que vous. Le rouleau compresseur il est là, le train à grande vitesse il est là, et on ne l'arrête pas en disant non. Moi je veux défendre ma petite librairie, c'est pas normal, ah bah Amazon, je boycotte. Mais boycotte ce que tu veux, fiston. C'est une entreprise qui est valorisée. Toute ta famille sur 800 générations ne feront jamais 1/10 de l'argent que génère cette boîte dans la journée. Il faut que tu arrives à l'accepter à un moment donné. Et même si je suis comme toi et que ça m'exaspère sur certains points, la réalité, elle est devant nous. Donc pragmatisme, responsabilité, flexibilité, on s'adapte. Ensuite, on va parler, les amis, du statut. Le statut de salarié, le statut d'employé. C'est une espèce de lubie du XXe siècle. C'est une lubie accompagnée par l'ère industrielle. Taylorisme, Ford, toutes ces périodes-là ont créé des besoins avec évidemment un besoin de reconstruction, ensuite d'après-guerre, et 2 fois une période de 30 glorieuses et d'expansion dans laquelle on voulait à tout prix le plein emploi, mais également la sécurité sociale, la notion de vacances, de repos. On avait un rapport au labeur qui était particulier. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à dire à ces gens-là, eh bien, vous allez être des salariés, vous allez échanger du temps contre de l'argent, on va vous dire combien vous valez sur le marché, on va vous dire à quand est-ce que vous travaillez, on va vous dire quand est-ce que vous pouvez prendre des pauses, quand est-ce que vous pouvez aller en vacances, parce que oui, on a aussi une espèce de direction comme ça des périodes de repos dans la plupart des entreprises. Et puis on va aussi te dire où tu vas, parce que comme on va te donner un revenu qui est limité à ce que l'on estime pour toi qui est juste et que tu vaux, eh bien ta destination sera pas forcément les Maldives si tu n'as pas les moyens. Est-ce que je dis que c'est mal? Non, je dis juste que c'est un constat. Uberisation de la société, ça n'est pas qu'une évolution technologique, c'est une évolution des états d'esprit. Les gens aujourd'hui ne peuvent plus supporter le salariat traditionnel. Je n'y crois plus. D'ailleurs, je parle moi de l'état d'esprit entrepreneurial parce que nos collaborateurs et collaboratrices, et nous on dit toujours à ces gens, chez Green Bull on a une centaine de collaborateurs, on leur dit tout le temps, vous êtes des entrepreneurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un salarié, vous êtes des entrepreneurs. Parce qu'en vérité, vous avez la possibilité de gérer votre petite business unit, votre unité d'affaires, votre activité, quelle qu'elle soit, comme une entreprise. De proposer des innovations, d'aménager votre poste, votre temps de travail et de proposer des forces de proposition. Il y a aussi des notions de variables, ce qu'on appelle des incentives, c'est-à-dire des motivations et des pourcentages à un chiffre d'affaires, à une évolution, donne des récompenses annuelles, des variables, des bonus, etc. Des choses qui permettent aux gens de se sentir réellement impliqués. Ça, c'est le salariat moderne. Vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram. Le matin, en France, notamment dans notre maison mère qui est à Nice, eh bien, les gens dansent tous les matins. Font une petite danse, etc. On rigole, c'est sympa. Il y a des gens qui n'aiment pas. Vous savez quoi? Il n'y a rien qui les oblige. Ils arrivent après. Et en règle générale, ils font exprès. Ils arrivent un petit quart d'heure après parce qu'ils sont plus pudiques, parce qu'ils aiment moins. Et il n'y a pas de problème avec ça. Bien évidemment qu'on va les enjoindre à participer à cet état d'esprit, mais on va les respecter aussi. C'est ça le salariat moderne qui peut être toléré. Un salariat dans lequel, eh bien oui, il y a eu des notions de télétravail, dans lequel il y a des notions de flexibilité. Sommes-nous parfaits? Non.
toute structure est perfectible, c'est pas ce que je dis. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, le vieux patron abruti qui pense qu'il peut continuer de crier sur ses salariés et de leur dire « vous m'appartenez, vous faites ce que je dis », c'est un imbécile heureux, ou malheureux d'ailleurs, et qui ne tiendra que 5 ou 10 ans. Ça va pas s'effacer du jour au lendemain. Mais les gens ne peuvent plus le supporter parce qu'ils ont les réseaux sociaux aujourd'hui. Et avec cet accès à l'information, les gens voient ce qu'ils ne voyaient pas. Les gens voient le style de vie d'un jeune qui a 19 ans et qui s'est mis à faire une formation et qui 3 semaines après a lancé un site et qui 3 mois après s'est retrouvé à Bali, à gagner sa vie. Les gens sont pas bêtes. À un moment donné, ils ont confiance en eux. Ils se disent « Attends, pourquoi lui et pas moi ?» Pourquoi cette personne, elle a ce style de vie et moi, je dois accepter d'être traité comme un abruti? Et donc, en réalité, il y a une saturation qui fait que certes, les gens maintiennent parfois un emploi pour des raisons alimentaires, mais au-delà de ça, ils craquent et ils vont dans d'autres directions. Donc sachez les amis que la notion de statut salarial, c'est une lubie dans l'ère de l'humanité, ça n'a jamais existé. On n'a jamais salarié qui que ce soit, on était des indépendants, il y avait du troc, des échanges, et des rapports malheureusement d'asservissement et ou violence, ça c'est un autre sujet à des époques antérieures mais pas si vieilles que ça. Aujourd'hui on est dans l'état de droit, on a une législation, on a une structure, mais vous allez voir qu'on évoluera dans les années à venir vers des statuts d'indépendants de plus en plus, et c'est déjà le cas, je le vois. Je suis en contact avec des entrepreneurs toute la journée. On a beaucoup d'utilisation de freelance. On a des plateformes qui sont connues comme Malte, etc. ou des petites plateformes comme 5euros.com ou Fiverr pour des prestations de moindre qualité mais qui sont quand même sympathiques et qui sont des mises en relation entre des freelances et des entreprises. Moi, je connais des entreprises qui ont 70% de leurs effectifs qui sont des freelances et des indépendants et qui en fait travaillent au contrat de façon sporadique, ponctuelle parce que c'est beaucoup plus simple de travailler sur un deal et une occurrence à un moment donné que de rendre le deal récurrent par le salariat parce que si jamais on n'a pas la productivité, on te paye à rien faire. Et donc au final, on commence à créer, d'ailleurs, c'est un problème dont je parlerai dans d'autres vidéos, une espèce de bullshit world dans lequel, en vérité, on crée des postes qui servent à rien, des gens qui enfilent des perles pour justifier leur travail, qui essaient de travailler pour montrer qu'ils sont restés plus de temps. Non, un véritable employé aujourd'hui intelligent avec un état d'esprit entrepreneurial, c'est quelqu'un qui fait tout pour travailler moins. Aujourd'hui, moi, je suis très heureux quand quelqu'un me dit « j'ai pu faire ça en 2 heures, là où avant, tu le faisais en 6 ». Bon, bravo, c'est de l'intelligence. Moi, le premier. Aujourd'hui, je gère, par exemple, j'ai d'une des marques que j'ai créées qui aujourd'hui fait plus de 7 chiffres à l'année, donc c'est conséquent hein, quand on commence à faire des volumes comme ça, donc ça veut dire plus d'1 million d'euros pour les gens qui sont pas forts en mathématiques. Quand on fait ça, c'est qu'on a beaucoup de dynamique et beaucoup de choses à faire, ça me prend 1 heure par jour. Pourquoi? Parce que 1, j'ai automatisé, 2, j'ai délégué, 3, il y a des mécanismes technologiques qui m'aident et qui m'accompagnent dans ce développement-là. Et ça, c'est ce que fait d'ailleurs un entrepreneur, c'est qu'il optimise son temps. Donc vous voyez, la technologie, son évolution, l'évolution des modes de pensée, ça a rien de mauvais, juste il faut s'y adapter. Et donc je m'adresse aussi aux entrepreneurs qui salarient. Il faut que vous changiez votre état d'esprit. Arrêtez d'attendre de vos salariés qu'ils soient de bons exécutants s'ils n'ont aucune raison d'être excités le matin quand ils arrivent. Donnez-leur des parts dans l'entreprise si elle est moderne et qu'elle est dans le digital par exemple. C'est un fondement. Même si vous ne le faites pas la première année, finissez par le faire et dites-leur que c'est une perspective. Donnez à ces gens des incentives et des intérêts financiers à l'évolution du groupe pour qu'ils aient la conviction réelle pour le coup parce que ça rentre dans leur poche et c'est pas compliqué, l'argent sert à ça. Valoriser la transaction, valoriser le temps passé, la valeur apportée, c'est pour ça que c'est là. Que ces gens aient la conviction qu'ils participent à quelque chose de plus grand qu'eux et qu'ils aient l'envie et la rage de faire évoluer l'entreprise et de mettre les intérêts de l'entreprise avant les leurs. Sinon, les gens vont avoir un état d'esprit fonctionnarial. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, mais encore une fois, c'est un constat. Ils vont avoir un état d'esprit où ils savent qu'ils ont un revenu quoi qu'ils fassent, et donc vont se mettre dans le confort de ne jamais faire plus que ce qui est attendu d'eux. Et moi, j'ai une admiration profonde à chaque fois que je vois un collaborateur, une collaboratrice qui fait plus que ce qui est attendu de lui ou d'elle. Je trouve ça admirable. À l'heure où je tourne cette vidéo, par exemple, et justement, je vais vous parler de la mutation et de la transformation des capacités et des métiers, moi, j'ai vu, de mes yeux vus, une collaboratrice qui a été recrutée par le groupe dans les débuts, qui était d'une des 3 premières, et qui était juste au service client au début, parce que c'était nécessaire. Puis elle a pivoté, dans ce sens ou dans un autre, mais je crois que c'est dans ce sens-là, vers le service commercial. Et par la suite, parce qu'elle n'était pas forcément épanouie là-dedans, et parce que c'était un besoin qu'on avait moins, eh bien, il y a eu une discussion. Elle a été écoutée, et puis il a été convenu qu'il y avait un besoin de création de vidéos. Et elle a dit, moi j'ai un côté artistique, j'ai envie d'apprendre ça. Ok, on lui a financé une formation, elle est partie à Paris, elle s'est formée dans l'une des meilleures écoles de vidéo, elle est revenue, et 2 ans plus tard, c'est ce qu'elle fait pour le groupe, avec des vidéos géniales, elle vient d'en sortir une dans notre newsletter, elle a été félicitée encore une fois pour ça, parce que ce soit dans le fond comme dans la forme, le rythme, l'efficacité, la rapidité, elle est douée maintenant dans ce qu'elle fait, elle aime ce qu'elle fait, elle l'apprécie, il y a donc eu une mutation, une évolution, c'est ce que le monde est en train de faire. J'ai un ami qui est militaire, qui a collaboré avec moi, qui a d'abord été client de notre entreprise, et qui a collaboré avec moi dans 2 écosystèmes différents, et qui a fait ce qu'on appelle un retour à la vie civile, et donc il s'est repositionné, il s'est formé pour être capable justement de changer de carrière. Et cette reconversion, il l'a faite dans quoi? Dans le digital. Aujourd'hui, quand vous allez sur son LinkedIn, et je l'ai vu hier, ça m'a fait sourire, il a mis une publication, et son titre, il y a marqué
qu'il est expert en apport de leads pour les entreprises. Moi, ça me fait rire, parce qu'en plus, c'est vrai, il fait des trucs bien. Hein. Il accompagne les entreprises à avoir ce qu'on appelle des leads, c'est-à-dire des contacts qui s'intéressent à l'entreprise et de potentiels clients, avec des méthodologies de communication, par exemple des créations de contenu, des textes, des photos, des vidéos, pour appeler les gens à découvrir une marque et à s'intéresser, à cliquer sur le site, à s'inscrire sur une newsletter, etc. Eh bien, il s'est spécialisé là-dedans. Vous voyez, le monde, les instances d'enseignement et d'éducation, et aussi également de chômage qui nous accompagnent parfois à nous relever ou à faire une reconversion, se sont adaptés aux évolutions technologiques, aux évolutions techniques, aux évolutions informatiques, et c'est ça qu'il y a de beau. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous vous adaptez? Et c'est ça que j'aimerais vous enjoindre à faire. Pour moi, c'est essentiel. Vous devez apprendre à mener un projet de zéro en parallèle de votre travail et quel qu'il soit. J'en ai rien à faire de ce que vous choisissez. Moi, j'ai créé un écosystème clé en main disruptif parce que j'étais plus d'accord avec les modèles clé en main qui existent, quel qu'il soit. Je ferai des vidéos là-dessus. Encore une fois, on déborde, donc c'est pas mon but ici de vous le détailler pour recevoir plein de messages, mais par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens qui n'ont pas d'idées et pas de capitaux à se lancer à leur compte et à distribuer les produits et services en lesquels ils croient, parce que par définition, ils les consomment déjà, c'est-à-dire les nôtres. Donc encore une fois, c'est réservé à nos clients, et il y a une raison à ça, c'est la cohérence, parce qu'on n'est pas des pignoufs qui faisons n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On a une mission et une responsabilité, pour moi, morale, qui est importante quand on est une entreprise qui dit vouloir faire les choses bien et traiter les gens avec respect. Preuve en est, nos clients sont nos investisseurs principaux, c'est pas pour rien, parce qu'évidemment, quand tu fais les choses bien et que tu traites les gens correctement, ils t'estiment à ta juste valeur. Ensuite, vous avez des possibilités qui sont de créer des startups, qui sont de créer des side projects, par exemple, en parallèle de votre travail ou de vos études, vous pouvez commencer à lancer votre petit business. Peut-être que vous pouvez lancer un service, quel qu'il soit. Vous avez envie de faire des gâteaux, vous avez envie d'enseigner le violon, vous avez la possibilité également de vous former pour créer peut-être un logiciel parce que vous avez du talent et que vous savez coder. En fait, j'en sais rien. Peut-être même une ONG, peut-être un projet vertueux. C'est pas obligé d'être orienté que à la notion d'accumulation de capitaux, les amis, bien qu'il en faut. Vous voulez changer, ce que j'ai dit tout à l'heure, les bidonvilles du monde entier, parce que je vous donne un peu des choses qui sont importantes pour moi et pragmatiques, et pas des trucs mignons, des opérations qui, je vous le dis, qui servent à rien, qui sont là pour vous dédouaner, comme quand vous donnez 2 € à quelqu'un dans la rue, c'est pour vous déculpabiliser, qui vous foutent la paix. Arrêtez de dire que parce que vous êtes une personne bien. Et vraiment, je suis rude avec ça. Mais à un moment donné, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Soyons pragmatiques. Si tu veux faire un vrai changement, tu fais un vrai changement. Et si tu veux faire un vrai changement, il te faut de l'argent. D'accord? Donc je vais quand même y revenir, mais admettons que tu veux faire une ONG, que tu veux changer le monde, etc. Fais-le en fait. Crée une petite association, commence par là. Arrête de voir le grand truc, oui, il me faut des fonds, machin, qu'est-ce que tu racontes? Réunis tes 2 meilleurs amis qui croient les choses comme toi, qui ont le même combat, qui ont envie de mener la même directive, la même combativité que toi, et tu les réunis dans une salle. Et tu dis, les amis, on va réunir tous nos amis, on va leur expliquer. Et donc, vous changez les choses. Et d'ailleurs, concentrez-vous donc sur votre région et votre entourage avant de vouloir changer le monde. Parce que c'est comme ça qu'on changera les choses, hein, de proche en proche, avec ce qu'on appelle des clusters de changement. Hein. Vous avez des gens qui, à chaque endroit, vont faire le mieux pour leur communauté, et ainsi de suite, pour leur région, pour leur pays, pour le monde. Et in fine, au cumul, oui, on va avoir de l'impact. Mais arrêtez de vous défocaliser dans tous les sens avec des trucs qui sont, qui sont dans la mode bien pensante, parisienne, avec son petit verre de Viognier, avec sa petite écharpe, là, c'est mignon. Oh oui, moi j'investis à l'autre bout du monde pour aider un jeune homme dans un pays où j'ai jamais mis les pieds. T'as un trou du cul en fait, vraiment. Parce que ta tante, elle crève de faim. Donc à un moment donné, je suis très pragmatique là-dessus. Commence par faire ce que tu peux, droit au but, autour de toi. Et par la suite, tu auras un impact plus grand. Donc, fais quelque chose, quoi que ce soit. T'es prof de violon, commence à enseigner le violon. Dis-le sur Facebook et dis aux gens, j'offre 3 cours. Oui, commence pas à offrir avant de commencer à facturer. Il faut que tu prouves ta légitimité. Et hop, t'as 3 personnes que tu vas aider à faire du violon. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui aimeraient apprendre le violon. Il y en a. Et bien, dans ce cas-là, vous avez des clients. Vous voyez, vous avez qu'à le publier là, dans les commentaires. Je n'ai rien à faire. Faites votre pub. Dites-le, si vous êtes sain, bien sûr. Faites pas un piratage de croissance malsain avec moi, ça marchera pas, parce qu'on fait une modération. Mais la réalité, c'est que si vous êtes un prof de violon, que vous êtes dans la région de Lyon, par exemple, mettez-le. Voilà, j'enseigne le violon, j'ai envie de l'apprendre à quelqu'un, et puis je veux l'offrir à quelqu'un sur cette chaîne qui a regardé la vidéo, le premier qui commente par exemple. Et hop, vous avez un client. Et puis quand cette personne est satisfaite, eh bien elle va publier un témoignage, peut-être que vous mettrez sur les réseaux sociaux, et après vous aurez d'autres clients. Et puis vous allez peut-être vous dire, mais attends, je peux faire des vidéos? Eh bien vous allez ouvrir une chaîne YouTube pour apprendre aux gens à jouer au violon, parce que c'est quand même fastidieux. Et puis vous allez trouver quelque chose d'étonnant, que vous avez vu, que les autres n'ont peut-être pas vu, je sais pas. Peut-être que vous êtes marrant, vous allez décider de faire des blagues pendant que vous jouez au violon, un truc qui ne s'est jamais vu. En vérité, j'en sais rien, mais vous allez faire quelque chose pour apprendre à créer un projet, une association, une entreprise, peu importe, j'en ai rien à faire, mais quelque chose qui vous permet de vous lancer en étant indépendant, en étant pragmatique, en étant responsable et en étant flexible, en apprenant à votre esprit à apprendre de nouvelles choses, à faire de nouvelles choses. Et ce que les gens appellent maladroitement une sortie de zone de confort, ce avec quoi je suis peu d'accord parce que c'est mécompris. Sortie de zone de confort, c'est entendu par les gens comme étant quelque chose de douloureux, anti-intérêt, de
contre tout en fait, contre ton timing, contre tes ambitions, contre ton envie, contre tes sentiments du moment. Ça fait trop de contre. Donc pour moi, il faut pas sortir de ta zone de confort, il faut l'étendre. Donc il faut être dans ce pourquoi tu es doué. Par exemple, tu te dis que tu aimes communiquer, eh bien fais des trucs qui te challenge dans ce sens-là et communique peut-être d'une autre manière, peut-être à travers un nouveau levier, peut-être auprès d'une audience alors que tu avais peur de le faire, non pas parce que tu ne sais pas t'exprimer, mais parce que tu as une certaine pression au regard de l'autre et au jugement d'autrui. Je l'entends, eh bien ça c'est une extension de ta zone de confort. Si tu te présentes sur une scène, c'est que tu penses avoir une certaine appétence pour la communication et pouvoir transmettre une idée. Donc vous voyez, faites cette extension permanente de zone de confort et essayez d'aller chercher de nouvelles choses avec la notion de responsabilité qui est la plus importante en étant bien sûr tout aussi flexible que ce que je vous ai donné comme exemple tout au long de cette vidéo parce que non, vous ne serez pas remplacé par des robots humanoïdes qui vont être dans les rues à notre place et parce que oui, les métiers intellectuels sont ceux qui sont le plus en danger parce que c'est bien plus facile de mettre des données, des datas et même si elles sont d'ailleurs en mouvement comme sur les marchés financiers dans un Excel et de les faire basculer vers un logiciel. En effet, c'est beaucoup plus simple de faire ça que de remplacer un individu qui doit faire une tâche manuelle complexe. Maintenant, et pour conclure, c'est pour récompenser les gens qui ont regardé la vidéo jusque-là, il y a des gens qui me demandent souvent ce que je pense au niveau politique, social, économique, et j'ai aucun problème à vous le confier parce que j'ai une particularité, c'est que je ne qualifie pas les choses et je n'utilise pas les mots toujours de la même manière que la case veut que ce soit. Je vais me faire comprendre, je déteste les cases. Quand on me demande de me qualifier, eh bien, ma signature d'email, il y a marqué « heureux ». Pourquoi ? Parce que ça, c'est une définition singulière et tout le monde s'accorde à dire qu'on a autant de définitions du bonheur qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Et donc, quand les gens entendent ou lisent qu'il y a marqué « heureux », eh bien, ils se font leur interprétation. Et donc, au final, ils imaginent quelqu'un qui a à minima le sourire et qui se sent bien. C'est plutôt positif. Mais ils n'ont pas aidé des éléments fondamentaux qui me permettent d'être heureux. Parce que ça m'est propre. Et au moins, je ne rentre pas dans une case. Alors, il y a des moments où j'accepte les cases. Par exemple, quand on me dit tu es un auteur, je l'accepte. C'est pour ça que j'ai mis ça partout sur les réseaux sociaux. Parce que oui, ça signifie que j'écris des bouquins. Et ça ne me met pas dans une case qui est mauvaise. Mais toutes les autres ne me conviennent pas. Parce qu'en vérité, il y a tellement de gens qui font n'importe quoi que je n'ai pas envie que l'on m'associe dans un modèle, dans un levier ou dans un outil à quelqu'un, alors que j'ai pas du tout la même approche. Aujourd'hui, si je vous dis des mots comme avocat, ostéopathe, si je vous dis énergéticien, si jamais je vous dis entrepreneur, etc., vous avez des images comme ça qui vous viennent en tête. Et hop, vous mettez les gens dans une case. Et d'ailleurs, votre cerveau, il fait aussi une projection du niveau de vie de la personne, une projection de son succès. Moi, j'ai écrit un article, j'avais 16 ans, donc ça date un petit peu, dans mon lycée, puisqu'on avait un journal qui était très sympa d'ailleurs, j'étais dans la rubrique orientation, et j'ai écrit un article sur le métier d'avocat. À cette époque-là, les gens qui passaient le CRFPA et qui finissaient avocat, 54% d'entre eux gagnaient moins de 1 400 € par mois, par exemple. Pourtant, quand tu dis avocat à un Français, le premier truc qu'il pense, c'est OK, quelqu'un qui a de la prestance, quelqu'un qui gagne sa vie, quelqu'un qui a un certain succès. Donc vous voyez, on est plein de biais comme ça, et j'aimerais vraiment vous enjoindre à éviter les cases. Donc ça, c'était mon avant-propos. Maintenant, me concernant, c'est assez simple. J'ai 3 éléments fondamentaux qui constituent ma pensée vis-à-vis du monde dans lequel on vit. Et ma manière de les définir va vous étonner. Ce que je vais dire, vous l'avez jamais entendu, puisque pour le coup, personne ne s'exprime comme ça, puisque je vais donner des notions qui sont censées être antinomiques et opposées. Pourtant, c'est pas le cas. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En quelques secondes, c'est pas très long. Je suis un anticapitaliste, communiste, ultralibéral. C'est ce que je définis de moi-même. Donc là, évidemment, vous avez le biais d'aller vers la case. Oubliez la case, je vais vous donner ma définition. Prenez du recul avec moi si vous le voulez bien, c'est un exercice. Mon côté anticapitaliste, c'est que je déteste le fait que le capital dirige la vie des gens, in fine nos sociétés ou le monde. Je trouve que c'est grave, que c'est un mauvais maître, et j'en parle dans mon premier livre, Le Capitaine, où j'explique ô combien il est important, selon moi, que notre étoile polaire soit le bonheur, la définition que l'on en fait, et que l'on cherche à avoir une vie relativement cohérente, à être épanoui. Ça évite burn-out, dépression, suicide, problèmes sociaux, problèmes à la maison, c'est quand même fondamental et je pense que c'est plus important que le reste. Alors, évidemment, je comprends que l'argent est un outil, que c'est un super levier, mais il est hors de question que je tolère dans ma communication que l'argent soit un maître. Par contre, j'en accumule beaucoup. Alors attention, c'est là où il faut bien comprendre. Anticapitaliste dans ma définition, c'est anti-contrôle du capital dans nos vies comme une étoile polaire. Mais c'est pas anti le capital. Le capital, c'est génial, je l'aime. C'est un outil que j'ai mis à mon service. Il est fondamental et je vous l'ai déjà dit assez d'ailleurs direct, de façon assez abrupte, quand j'ai évoqué l'impact même au niveau humanitaire. L'argent est un levier, l'argent est un outil, c'est une matière transactionnelle qui nous sécurise et qui fait du sens, qui à bien des égards est formidable. Je l'aime en tant qu'un outil, je ne l'aime pas en tant qu'un maître. Donc voilà ma position anti-capitaliste dans le fait que je ne veux pas que ça nous contrôle. Deuxièmement, je suis un communiste. Alors ma partie communiste, elle n'est pas comme vous le pensez, parce que je vais être clair, c'est historique, c'est un fait.
encore une fois, on doit avoir le pragmatisme et se donner le devoir et non pas seulement le droit de le dire. Tous les gouvernements et toutes les structures communistes du monde ont détruit et bousillé tout ce qu'ils ont touché. Ça n'a jamais fonctionné, à part en Chine, je suis désolé, c'est un État bien plus capitaliste que communiste et en plus c'est une dictature. Donc la réalité, quoi qu'on en dise, donc la réalité, c'est que ça marche pas. Donc les utopies à la Thomas More et les digressions philosophiques de Marx sont très intéressantes à certains égards, mais ça ne se matérialise pas dans une société moderne, ça ne fonctionne pas. Partout où ça a été, ça a fini mal, ça a tué plein de gens, c'est une horreur en fait. Donc je n'ai pas la définition politique de la thématique communiste, mais moi, dans communiste, j'entends commun. Et j'aime la mise en commun des outils. Ma partie communiste, comme j'aime la définir, c'est le fait que j'apprécie réellement que l'on donne la chance à tout le monde de la même manière. On parle beaucoup d'égalité, je parle d'équité, le fait que chaque personne ait accès aux mêmes outils. Pourquoi j'aime Internet? Pourquoi j'aime l'accès à l'information? Parce que ça a permis à un jeune homme, qu'on a appelé YouTube Man d'ailleurs en 2016, qui habite à 350 km de Nairobi au Kenya, dans un tout petit village, grâce à une connexion Internet dans une ONG, il a réussi à apprendre sur YouTube le javelot. Et cet homme-là est devenu champion du monde de javelot en 2016, si je ne me trompe pas de la date, alors même qu'il l'a juste appris sur YouTube et qu'il n'avait pas les infrastructures de n'importe qui en Europe ou aux États-Unis, par exemple, ou dans un pays moderne pour se former. Moi, je trouve ça admirable, parce qu'on lui a donné les mêmes moyens que tout le monde. Et justement, le dernier point, et pas des moindres, et c'est ma partie ultra-libérale, libéral, non pas dans le sens l'amour de l'ultra-capitalisme et du fait qu'on détruise les gens et les forêts. Non, d'ailleurs, je l'ai mis sur LinkedIn, ma définition, elle est là. J'ai fait des millions d'euros en cours de route sans cramer toutes les forêts du monde et en favorisant l'épanouissement des entrepreneurs, entre parenthèses, et oui, c'est possible. Et donc, c'est ce que j'incarne, c'est pas ce que je proclame. C'est déjà mon quotidien, en vérité. Ponctué d'erreurs, ponctué de choses que j'aimerais être meilleur. Bien évidemment, je suis perfectible, mais j'essaie d'incarner un certain idéal, puisque vous le savez, j'estime être fait de briques dont certaines, je les ai enlevées et dont certaines, je les ai ajoutées pour devenir une personne qui suit certaines valeurs que j'aimerais voir un petit peu plus transmises dans ce monde. Parce que personnellement, j'ai été heurté par des gens qui m'ont beaucoup déçu et que j'essaie de représenter une version au minimum stable, à minima cohérente de ce que je veux être et ce que je veux représenter. Donc aujourd'hui, quand je vous parle de cet ultra-libéralisme, c'est que je laisse le droit et le libre arbitre aux gens et je pense que c'est du respect. C'est du respect de dire que oui, on donne accès à tout le monde aux mêmes outils, mais que merde, tout le monde n'a pas envie de maximiser. Tout le monde n'a pas envie d'être un super entrepreneur. Tout le monde n'a pas envie d'être un sportif de haut niveau. Tout le monde n'a pas envie d'être un artiste ou un rappeur qui fait du succès. Il y a des gens qui peuvent le faire à d'autres échelles. Il y a des gens qui peuvent avoir d'autres types d'impact. Et qu'on donne les mêmes armes aux gens, pour moi, c'est la base. Après, qu'on accepte les réalités que sont l'ADN, la génétique, parce qu'il ne faut pas le nier, que sont les réalités sociales, culturelles, ethniques, qu'on est un homme, on est une femme, on vit dans un pays, on vit dans un autre, on a des réalités familiales, et bien que chacun fasse ce qu'il peut avec ces armes-là, pour moi, c'est la base du respect. Et vraiment, je suis là-dessus très méritocrate. C'est-à-dire qu'à mon avis, on est allé beaucoup trop loin dans le fait d'accompagner des personnes qui avaient des moyens et on leur en a donné par-dessus comme s'ils n'en avaient pas. Moi, je vais être très dur là-dessus. Si tu as tes deux bras et tes deux jambes, tu la fermes et tu te bouges le cul. Clairement. Tu me racontes pas, oui, mais ce métier, ça me plaît pas, etc. Non, non, non. Faut que tu manges, tu me dis que tu galères, tu vas bosser. Je veux rien entendre. Je suis très violent là-dessus parce que moi, je peux me permettre. J'ai un père qui a été amputé le 24 et 25 décembre 2004. J'ai passé toute mon année de terminale à l'époque, tous les week-ends avec lui et ma maman, malgré le fait qu'ils étaient divorcés, petit clin d'œil parce que c'est une femme exceptionnelle, avec lui dans des maisons de repos, dans divers hôpitaux, sous la neige, on en a vécu des trucs. Et on l'amenait manger, on essayait de le divertir parce que c'est compliqué de passer toute ton année dans des hôpitaux et des centres de remise en forme parce qu'il était déjà hémiplégique, il avait déjà fait 3 AVC, 6 infarctus, donc il était très diminué déjà. Il avait un état d'esprit incroyable. Et bien quand lui, ça lui est arrivé, j'ai compris l'importance d'avoir des structures sociales qui soutenaient les gens qui en avaient besoin. Mais les gens qui en avaient besoin. En effet, mon père ne pouvait plus être l'agent économique et l'employé ou le laborieux qu'il pourrait être pour produire de la valeur ajoutée dans la vie des autres comme il l'aurait fait dans son état normal avec ses deux bras et ses deux jambes. Donc qu'on ait un système social qui accompagne une personne comme lui, je trouve que c'est tout à fait normal. Moi, quelqu'un qui est dans la souffrance ou le besoin et qui n'est pas capacitif, honnêtement, je lui donne tout ce que j'ai. Littéralement. C'est ma façon de fonctionner. Et j'ai un état d'esprit qui est systématiquement comme ça. Quand je suis dans des rapports qui sont pas normaux, par exemple dans des pays dans lesquels les taxis, par exemple, je le vois, sont très peu payés, ils sont au lance-pierre, maltraités, je porte la valise. Je les aide, évidemment, je les tips. Je les respecte. Quand je sais que je peux leur faire gagner 5 minutes, je leur dis. Quand ils sont loin et qu'ils me disent « Attendez, excusez-moi, je suis pas au bon endroit », je me déplace. Quand ils se trompent, au moment d'arriver chez moi, c'est très fréquent d'ailleurs ici, ils se trompent, ils arrivent au rond-point d'avant, ils me disent « Ah mon Dieu, ils sont obligés de faire tout un tour », mais quand ils font l'erreur, ils coupent le compteur. Et donc en vérité, le tour, ils le font à blanc, ça leur apporte rien et ça leur perd du temps. À chaque fois, j'ai la même phrase. Je leur dis en anglais, donc je vais vous le faire en français, « C'est pas la peine, je vais marcher, c'est bon pour ma santé. »
systématiquement. Enfin seulement ici, puisque je suis à Dubaï à l'heure où je tourne cette vidéo, il s'avère qu'à certains moments il fait 36, 40, 43 degrés. Et oui, ça m'arrive, je suis là en costume comme ça, et je vais me faire comme ça 500 mètres ou 1 kilomètre de plus, parce que j'ai pas envie de l'emmerder. Ça, c'est mon état d'esprit. J'ai pas envie d'être félicité pour ça, c'est pas le propos, je le fais pour moi-même. D'ailleurs, vous le voyez pas, c'est mon quotidien. Je le filme pas, je ne le storytell pas. Là, je l'évoque pour énoncer mon côté accompagnant quand les gens ont besoin ou sont dans une posture de difficulté. Mais alors, par contre, quand tu as tes deux bras, tes deux jambes, je te jure que je vais te botter le cul. Et je vais te botter le cul parce que je pense que c'est ce que tu as besoin d'entendre. Parce que c'est cette notion de responsabilité dont je parlais juste avant. Nous, on est obligé de faire des manifs. L'été dernier, on a fait les gilets verts. On a fait une manifestation pour recruter parce que les gens sont là, oui, non, je sais pas trop. Oh, il y a de l'emploi, il y a des choses sur la table, il y a des possibilités. Attention à ne pas vous enfermer dans quelque chose qui est faux. C'est faux. Ce qu'on vous dit parfois quand on vous explique que tout est mort, que rien ne marche, ça n'est pas vrai. Il y a des structures qui avancent, il y a des structures qui bougent, mais ça n'est peut-être pas celle que vous regardez. Parce que probablement, vous avez la loupe de regarder les choses à travers un mauvais œil, l'œil du passé, l'œil du paradigme précédent. Et non, nous ne sommes plus dans une mer calme. Il y a un tsunami. Vous avez deux options. L'une où vous vous faites écraser par le tsunami, l'autre où vous surfez le tsunami avec pragmatisme, responsabilité et flexibilité. J'espère que cette vidéo vous aura motivé à agir ou à faire quelque chose. Et quoi que ce soit, je vous invite à commenter cette vidéo pour nous le partager parce que je pense très certainement que ça va nourrir la communauté et inspirer les personnes qui vont nous lire. Merci pour votre temps. Encore une fois, c'est la ressource la plus précieuse que vous avez. Vous venez de me la confier et j'ai une estime sans précédent et sans pareil pour cette réalité parce que vous êtes fidèle, à l'écoute et réellement participatif. Je vois beaucoup d'interactions, donc je me permets de vous remercier et de vous faire un gros clin d'œil et bien évidemment de vous recommander, si vous ne l'avez pas vu, ma vidéo sur ce qui est important de faire quand on veut être quelque chose, quand on veut avoir quelque chose. Si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'elle sera un très bon complément à ce qu'on a évoqué ici. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.